Proche-Orient, les visages de la guerre. Hassan Nasrallah, l'inventeur du Hezbollah. Sous la direction de Nasrallah, le Hezbollah devient une force politique et militaire redoutée. Le mouvement, financé par l'Iran, mène des attaques ciblées contre l'armée israélienne, entraînant en 2000 le retrait d'Israël du sud Liban. Épisode 3, Hassan Nasrallah, le Hezbollah, de la guerre syrienne à la politique régionale. Aurélie Daher. Le Hezbollah avait promis, après la libération du Sud-Liban, avait promis de finir sa tâche, finir sa mission jusqu'au bout. D'après le Hezbollah, il reste un territoire, un petit territoire de quelques kilomètres carrés, les fameuses fermes de Shebaa, qui sont encore occupées par Israël. Israël dit non, ça c'est pas du territoire libanais, c'est du territoire israélien. Il faut savoir que les frontières dans cette zone-là sont pas très bien définies, donc on n'est pas sûr de savoir quel territoire est acquis. Israël estime que c'est syrien, le gouvernement libanais estime que non, c'est libanais, le Hezbollah considère que c'est libanais, les Syriens eux-mêmes considèrent que c'est libanais. Bref, le Hezbollah garde ses armes et dit « moi j'ai encore besoin de libérer ce territoire. Et puis, j'ai surtout besoin de ramener les prisonniers libanais, parce qu'il y a plein de prisonniers libanais là qui croupissent dans les prisons israéliennes. Le gouvernement libanais a beau taper du pied auprès de l'ONU pour dire qu'il faudrait les ramener à la maison, ça ne donne rien. Donc, le Hezbollah avait annoncé qu'il allait mener des opérations d'enlèvement de soldats israéliens. À partir de 2000, il a été très, très clair là-dessus, très transparent, pour organiser des opérations d'échange. On vous rendra vos soldats israéliens, vous nous rendez nos prisonniers libanais. Et donc, on arrive à le 12 juillet 2006, tôt au matin, donc 2 soldats israéliens sont enlevés à la frontière libanaise. Alors, Israël dit que le Hezbollah a franchi la ligne bleue, donc la soi-disant frontière entre Israël et le Liban, donc il y a violation de souveraineté israélienne, et donc ça justifie une riposte musclée contre le Hezbollah et le Liban. Le Hezbollah dit non, les soldats israéliens étaient en territoire libanais, il n'y a pas eu de violation. Peu importe, Israël estime qu'il y a eu violation, et donc lance une offensive majeure contre le Hezbollah et contre le Liban, avec pour objectif d'abord de ramener de manière inconditionnelle les 2 otages à la maison. Deuxièmement, d'exterminer une fois pour toutes le Hezbollah. On ne veut plus éloigner le Hezbollah, on veut l'exterminer. Et on promet de faire ça en 1 semaine. Pas de chance pour l'armée israélienne, 33 jours et 33 nuits de bombardements intensifs plus tard. Les boys sont toujours pas revenus. D'ailleurs, on ne sait toujours pas s'ils sont vivants ou s'ils sont blessés ou morts. Et puis le Hezbollah, au contraire, plus le temps passe, plus en fait il est motivé. La cadence des roquettes sur le nord d'Israël augmente chaque jour. Bref, les Américains eux-mêmes sont obligés de dire aux Israéliens, bon, vous arrêtez là, parce que là, on n'arrive plus à vendre votre truc devant les opinions internationales. Israël avait annoncé des objectifs, ne les a pas tenus. Certes, du côté libanais, le coût matériel et humain est énorme, surtout par rapport à Israël. On a 120 morts côté israélien, on en a 1200 côté libanais. On a surtout des dégâts matériels estimés à plusieurs dizaines de milliards de dollars. La reconstruction qui avait fait suite à la guerre civile, il y en a une bonne partie qui est partie en fumée. La question, c'est est-ce que le Hezbollah a gagné ? Est-ce qu'Israël a gagné ? On le sait au demeurant, de par l'histoire avec un grand H, la victoire ne se mesure pas en nombre de morts et en dégâts matériels. Israël ayant annoncé des objectifs et en ayant réussi aucun, le Hezbollah étant toujours là, le Hezbollah donc déclare victoire. Côté israélien, on dira, c'est pas qu'on a perdu, c'est qu'on n'a pas gagné. Les Israéliens, au demeurant, vont lancer une enquête sur les ratés de 2006. Donc la commission Winograd va enquêter, va expliquer dans ses conclusions que finalement le Mossad a fait un très, très mauvais travail, l'armée n'était pas préparée, que finalement cette guerre a été décidée sur un coup de tête. Ça accule le gouvernement d'Ehud Olmert, gouvernement israélien, à avouer qu'en fait, que la guerre avait été préparée en fait déjà depuis plus d'1 an et qu'on avait utilisé
en fait, l'enlèvement par le Hezbollah comme excuse pour pouvoir mettre ça sur le dos du Hezbollah et dire le Hezbollah est responsable de la guerre. Donc tout ça va amener encore beaucoup de popularité à Hassan Nasrallah. C'est celui qui ne perd jamais ses batailles, c'est le visionnaire, puisque Nasrallah avait annoncé, il avait dit, avant tout le monde, il avait dit, en fait, ce que vous ne savez pas, c'est qu'Israël avait prévu de nous attaquer. Et finalement, on les a battus, on a profité d'un effet surprise, on les a battus à la course. Donc là, le Sayyed, puisque donc c'est son titre, Sayyed, c'est le titre qu'on donne aux descendants du prophète, et c'est un descendant du prophète, comme l'indique la couleur noire de son turban. Le Sayyed ne se trompe jamais. C'est là qu'il acquiert aussi un statut crypto-divin, et on va voir au Liban circuler tout plein d'histoires qui vont faire un lien aussi avec l'Apocalypse, avec le fait qu'il est l'annonciateur de l'arrivée du Mahdi, un peu le messie chiite des temps modernes. Pourquoi ? Parce que c'est un millénariste ? Alors, dans le dogme chiite, il y a une croyance qui établit un retour à la fin des temps du Mahdi, donc un des imams vénérés par les chiites. Donc c'est un personnage, c'est un humain, mais de la famille du prophète, mais qui a quand même un statut un peu particulier. Donc ce Mahdi doit revenir pour établir un règne de justice sur terre, un peu comme le Messie chrétien. Et d'ailleurs, les sunnites, quand ils n'aiment pas les chiites, accusent les chiites de plagiat. Et on sait, d'après le dogme chiite, qu'il va y avoir, juste avant l'arrivée de ce Mahdi, toute une série de signes annonciateurs, va y avoir de nouvelles guerres, va y avoir des épidémies, etc. Et puis, l'arrivée du Mahdi va être annoncée par des victoires menées par un autre descendant du prophète, de descendance yéménite, etc. En fait, on se rend compte que le dogme décrit, en tout cas avec un peu d'imagination, Nasrallah, l'annonciateur de l'arrivée du Mahdi. Et évidemment, il a gagné la guerre de 2006, il a gagné en 2000, etc. Et là, au sein de la communauté chiite libanaise et au-delà, tout d'un coup, on commence à se dire, mais est-ce que ce Nasrallah, qui est un descendant du prophète, qui est d'origine yéménite, est-ce que ce ne serait pas l'annonciateur du Mahdi ? D'autant plus qu'on a plein d'histoires au sud Liban qui rapporte des faits miraculeux lors des derniers jours de la guerre de 2006. Donc l'armée israélienne s'était enfin décidée à la grande invasion terrestre. Finalement, pour très rapidement faire marche arrière, parce qu'elle connaît pas le terrain. De l'autre côté, par contre, le Hezbollah, on connaît tous les centimètres carrés, puis avait surtout préparé un comité d'accueil bien planqué dans des tunnels. Donc l'armée israélienne n'a pas tenu très longtemps. Donc on a entendu des récits du style, les imams même étaient sur leurs chevaux à se battre avec les hommes du Hezbollah contre les Israéliens, on a vu, voilà, etc., etc. Donc, tout d'un coup, Nasrallah prend une dimension semi-divine. Et moi, je me souviens avoir eu une discussion avec un membre du Hezbollah qui m'avait dit, à moitié en rigolant, il présentait ça sous forme d'une blague, mais je le sentais quand même un peu sérieux. Il disait, oui, certes, Nasrallah, c'est pas le Mahdi, c'est pas lui le Mahdi. Mais si on réfléchit bien, qu'est-ce que le Mahdi pourrait bien avoir de plus que Hassan Nasrallah ? Nasrallah, il est déjà parfait. Alors, toutes ces victoires, tous ces succès engrangés par Nasrallah, évidemment, vont attirer l'attention des Iraniens. Les Iraniens, au début, comme je le disais, en 79, ils ne sont pas très intéressés par l'équipe Hezbollah. Ils ne pensent pas que ça va donner grand-chose. Il va y avoir 8 ans de présidence sous Rafsanjani, puis 8 ans de présidence sous Khatami, où le Hezbollah sera traité comme un parti comme les autres. L'argent ne va pas vraiment affluer dans les caisses du Hezbollah, ce qui, paradoxalement, va rendre service au Hezbollah et va permettre de se développer parce que ça va lui apprendre l'autofinancement. Il va devoir trouver de l'argent ailleurs et donc ça va permettre quelque part au Hezbollah de devenir adulte. Là où le lien se rétablit et se renforce avec les Iraniens, là où les Iraniens tout d'un coup se disent mais saperlipopette, ce Nasrallah, il est brillant, il est à la tête d'une organisation efficace, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à l'intégrer dans notre appareil de sécurité et notamment dans notre appareil de projection régionale au niveau du Moyen-Orient ?
Et donc ça se passe en fait en 2006. En 2005 est arrivé au pouvoir en Iran Mahmoud Ahmadinejad, personnage haut en couleur, avec un certain nombre de déclarations fracassantes, on s'en souvient, un grand original, mais c'est surtout un ancien pasdaran. Donc il appartient à une organisation qui de tout temps a été très favorable au Hezbollah. C'est les vrais amis, si vous voulez, les pasdaran, les gardiens de la révolution, c'est les vrais amis du Hezbollah à Téhéran, bien plus que le pouvoir politique, en fait. Et donc lui, il va profiter de la victoire du Hezbollah en 2006 pour éloigner une menace qui était à l'époque réelle contre l'Iran et qui était une grosse envie israélo-américaine de faire de l'Iran le prochain pays envahi par les néoconservateurs dans cette logique. Vous vous souvenez, après le 11 septembre, il y a eu donc la guerre contre la terreur, l'idée d'imposer la démocratie, des changements de régime au Moyen-Orient par la force. Donc on avait commencé par l'Irak en 2003 et puis la grosse question c'était who's next, qui va être le suivant. Et Israël poussait en disant, allez, depuis 2005, elle poussait, allez, il faut aller dégommer les Iraniens. Et puis, après 2006, puisque 2006, d'ailleurs, d'après les Israéliens, devait servir d'exemple pour les Américains de ce qu'ils devaient faire en Iran, là, finalement, l'exemple avait capoté, ça avait fait pchit. Là, évidemment, l'Iran était très content d'avoir éloigné la menace israélo-américaine pour un moment. Et ça très clairement, les Iraniens ont reconnu qu'ils le devaient au Hezbollah. Donc là, les liens se sont resserrés entre Nasrallah et puis l'appareil, on va dire les autorités iraniennes, et puis donc l'appareil à la fois religieux, politique et militaire. Jusque-là, on va dire qu'il avait de bonnes relations avec l'appareil religieux. Il avait fait, un moment, il allait étudier la religion. Il avait fait quelques séminaires intensifs entre 85 et 86. Il croit en le principe de Wilayat al-Faqih. Alors, traduit littéralement en français, c'est gouvernement du jurisconsulte, notion obscure qui dit que, voilà, grosso modo, les personnes, les clercs qui croient en ce principe se mettent plus ou moins sous obédience du grand ayatollah iranien. Je fais vraiment de manière très caricaturale. Donc, il était déjà, j'ai envie de dire idéologiquement, sur le plan religieux, proche de l'Iran. Là, il va complètement s'arrimer militairement au pasdaran et puis un peu plus à l'appareil militaire, parce que l'appareil militaire iranien est très complexe. Il n'y a pas que les pasdaran. Sauf que ce qui va se passer, c'est que entre la guerre en Irak, donc la dégradation des relations entre sunnites et chiites, la question de la présence américaine en Irak, et puis donc ça c'est les années, on va dire entre 2006, 2008 et 2010. Puis après donc l'enchaînement avec la guerre civile en Syrie 2012-2013. Là, les Iraniens se rendent compte que ils ne savent plus se battre. Parce que si on regarde, la dernière fois que les Iraniens sont battus, ont vraiment posé des bottes, c'était 88. Et que les pasdaran, ils tiennent leur savoir militaire essentiellement des cours dans les écoles militaires. Et qu'en revanche, ceux qui connaissent le terrain, c'est le Hezbollah. Et donc, on va voir de manière intéressante un renversement du rapport enseignant-disciple, où c'est Nasrallah qui va envoyer des troupes d'élite du Hezbollah en Irak, en Iran, au Yémen, former finalement les combattants et les hauts gradés là-bas.